Bonjour à tous. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, après l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique, nous allons parler du Maroc aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geneviève Anne et je suis directrice des ventes et du marketing pour la France et la Belgique. J'ai également le plaisir de vous présenter Jean-Bernard Coudon, que vous connaissez peut-être aussi. Jean-Bernard est le directeur général de nos bureaux du Maroc. Il est basé à Marrakech. Et puis, il va nous parler aujourd'hui de la façon dont se passent les choses au Maroc et puis comment Enke peut-être peut apporter une vraie différence. Et j'ai envie un petit peu de vous donner envie d'utiliser Enke en ces périodes troublées. Alors, quelques petits détails techniques avant de commencer. Vous êtes accueillis donc de façon muette sur le webinar, mais vous pouvez poser toutes vos questions sur la boîte de dialogue qui est donc en bas de votre écran et qui s'appelle Q&R. On va être disponible, Jean-Bernard et moi-même, à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps de le faire, vous recevrez de toute façon une réponse individuelle par email. Aucun souci. Le webinaire de plus est enregistré, ce qui vous permettra de le consulter à nouveau si vous le souhaitez ou de le diffuser auprès de vos collègues. Alors, avant de passer la parole à Jean-Bernard, je voulais vous dire quelques mots très généraux, je dirais, sur Abercrombie & Kent aujourd'hui et pourquoi peut-être utiliser Enke a presque plus de sens maintenant. Tout d'abord à cause de notre expérience, ça fait maintenant bientôt 60 ans que nous opérons, enfin 58 années exactement, ce qui fait qu'on a passé de nombreuses périodes de crise pour notre profession au fil de ces années et qu'on est vraiment extrêmement géré à la gestion de crise et qu'on sait s'adapter et aider vos clients qui éventuellement se trouvent loin de chez eux, un petit peu angoissés et qui comptent sur leur agence et donc le représentant de leur agence pour les aider sur place. Ça, c'est ces années d'expérience. On a aussi un très large réseau de bureaux dans le monde, hein, puisqu'on a 55 bureaux locaux dans une trentaine de pays. C'est aussi une grande garantie pour vous de proximité avec le terrain, puis pour nous, la possibilité de réagir très vite et en toute connaissance de cause si un problème se fait jour. Et puis bien sûr d'offrir, bien entendu, les plus belles expériences localement à vos clients et de pouvoir faire les choses différemment et de vous permettre de vous démarquer au niveau de la vente, excusez-moi. Au niveau des process de santé et sécurité, je voulais simplement vous dire que ce sont des process qu'on a mis en place avant, bien sûr, la crise du Covid. Ils existent. Nos 55 bureaux dans le monde les connaissent, les respectent. Ce sont aussi des process que nous vérifions auprès de nos partenaires locaux, des partenaires que nous utilisons. Et donc, ces procédures vont être éventuellement modifiées par rapport à cette période post-Covid, mais elles continueront à prévaloir en fonction de la situation de chacun des pays où nous opérons, bien entendu. Important aussi nos relations, hein, les relations sur le long terme que nous entretenons avec nos partenaires, que ce soit les hôtels, les aéroports, les compagnies de transport, mais aussi bien les consulats, les ambassades et puis toutes sortes d'autorités touristiques. Ça nous rend extrêmement agiles, je dirais, pour obtenir des résultats aux demandes un petit peu particulières ou inhabituelles ou délicates que certains de vos clients peuvent avoir. On sait que nos partenaires vont nous suivre, vont nous aider et ça aussi pour vous, nos partenaires, c'est très rassurant vis-à-vis de vos clients. Enfin, ce que j'appelle la manière de voyager privative, et je le dis toujours un petit peu en souriant, c'est qu'on a la distanciation physique dont on parle tellement en ce moment, c'est une notion qu'on connaît bien ici, chez Enke. On est historiquement un réceptif spécialiste du sur-mesure, du privatif. On a toujours privilégié l'intimité, le confort de vos clients. Alors, on utilise des boutiques hôtels, on choisit des petits camps isolés dans la nature. Par exemple, on va laisser des sièges vides dans les véhicules pour plus de confort pour vos passagers. On utilise énormément de transferts privatifs, de guides privatifs. Dans certains pays, on a des systèmes audio qui vont permettre de n'être pas littéralement collé au guide pour entendre ce qu'il dit. On va choisir de réserver certaines tables dans certains restaurants que l'on privilégie. On a des coupes-fils, on fait visiter les musées si on nous le demande avant et après les heures d'ouverture. Toutes ces choses qui permettent de mieux respecter cette fameuse distanciation physique et qui est pour nous quelque chose d'absolument habituel pour le confort et l'intimité de vos clients. Et donc, vos clients et vous-même pourront être en toute tranquillité d'esprit pendant leur voyage. La diapositive suivante, c'est simplement une carte qui vous montre à nouveau le réseau de nos bureaux dans le monde. Comme vous le voyez, vous pouvez voir l'étendue de notre réseau et c'est cette présence qui nous permet de créer des destinations éventuellement combinées vers un nombre très important de destinations. Et j'insiste un petit peu sur ce fait, pas uniquement à un niveau luxe,
Le luxe, c'est bien sûr notre histoire, mais on ouvre de plus en plus et très souvent notre portfolio de fournisseurs à des fournisseurs type hôtel de charme, de plus petite capacité et qui sont très adaptés, je crois, à notre clientèle belge ou française. Donc n'hésitez pas à nous interroger, on a vraisemblablement la réponse à votre demande sur des niveaux de services qui vont être un petit peu différents. Et pour terminer, avant de passer la parole à Jean-Bernard, juste un petit mot au sujet de cette marque Sanctuary Retreats que la plupart d'entre vous connaissent, qui fait partie du groupe Abercrombie Kent. Cette marque, évidemment, que ce soit dans nos lodges en Afrique, que ce soit sur nos croisières, nos bateaux de croisière fluviales, pardon, en Égypte, au Myanmar ou en Chine, respecte les mêmes exigences de qualité, de confort, d'intimité et les mêmes exigences sanitaires qu'Abercrombie Kent, ce qui fait que vous pouvez réserver en toute confiance également ces propriétés. Je vais donc laisser la parole à Jean-Bernard qui va nous parler du Maroc et je vous retrouverai à la fin de ce webinaire pour notre petite séance questions-réponses si vous en avez. À tout à l'heure. À toi Jean-Bernard. Bonjour, bonjour. Ben, ça fait plaisir de pouvoir communiquer un petit peu en dehors de nos frontières. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Je vais commencer, entre guillemets, par faire un petit point sur les choses qui fâchent, la situation au Maroc, qui fâche pas tant que ça d'ailleurs, enfin, jusqu'à un certain point. On a eu notre premier cas, nous, le 2 mars. C'était une dame qui avait voyagé en Italie et qui est rentrée sur Casablanca. Le 16 mars, on a fermé les frontières. On a eu 3 jours pour évacuer tous nos clients, ce qu'on a réussi à faire in extremis, mais on a réussi à rapatrier tous nos clients chez eux. Et le 18 mars, on est rentré en confinement total. Alors, confinement total au Maroc, des sociétés comme la nôtre qui n'avons pas pignon sur rue puisqu'on ne reçoit pas de clientèle, on a pu continuer à fonctionner. Mais sinon, on était en confinement total. Le confinement a commencé à être levé progressivement depuis le 10 juin. Le roi et les autorités marocaines ont vraiment voulu privilégier les gens, protéger les gens. Donc, on a eu très, très vite des mesures de confinement. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires au niveau des hôpitaux. On a eu très peu de cas, très peu d'engorgement. On n'a pas eu d'engorgement du tout d'ailleurs. Et surtout, on a eu très peu de cas pendant toute la durée de la crise. Le roi a demandé à certaines industries comme le textile et le papier de bouger très rapidement sur la production de masques. À fin mars, on produisait 5 millions de masques. Donc, on a réussi à subvenir aux besoins du pays. Et depuis fin mars, on a aussi commencé à exporter des masques vers d'autres pays. Une nouvelle qui n'est pas encore officielle, mais qui l'est pratiquement, les frontières du Maroc vont réouvrir le 10 juillet. Donc, c'est tout bientôt. Et les compagnies aériennes ont déjà commencé à reprogrammer leurs vols. Il y a 2 semaines, le CETO avait envoyé une lettre à la ministre marocaine du Tourisme en disant « Donnez-nous une date, il y a le feu ». Et je pense que la date va être communiquée ces jours-ci. Nous, au Maroc, on fait partie de pas mal d'associations professionnelles. On est quand même un des réceptifs leaders sur la destination. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec un certain nombre de comités, avec les autorités, sur les protocoles de réouverture, sur ce qu'on va mettre en place, etc. Et comme Geneviève l'a mentionné au début, on va bien évidemment suivre toutes les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, des autorités marocaines, mais on a aussi, nous, mis en place une liste de protocoles pour garantir le plus possible la sécurité de vos clients et de nos équipes. On va arrêter de parler maintenant de ça pour parler de choses un petit peu plus sympas. On va parler du Maroc. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait, on a eu énormément de reports de dossiers mars, avril, mai, juin sur septembre, octobre, novembre, décembre.
Et on a déjà des problèmes de dispo sur certains endroits. Par exemple, la ville de Fès, il y a des moments où c'est compliqué de trouver des chambres. Donc, pour des gens qui veulent voyager au Maroc, dernière minute veut dire il faut être flexible. Enfin bon, dernière minute, si c'est sur juillet-août, vous êtes tranquille, on n'a pas de problème de dispo. Mais si c'est sur octobre ou sur mars-avril l'année prochaine, il vaut mieux s'y prendre à l'avance ou être flexible sur les établissements qu'on va utiliser. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous, on fait énormément de suivi avec tous nos partenaires on suit, bon, bien sûr, on suit les dispos. On sait quelles sont les alternatives disponibles, mais aussi on fait un suivi au niveau de comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont vraiment mis en place les procédures et les protocoles nécessaires? Est-ce qu'ils respectent un certain nombre d'éthique ou de déontologie au niveau de la profession? Et pour nous, c'est très important. Alors, pour parler de la destination, en général, en France, tout le monde connaît relativement bien, voire très bien le Maroc. Je vais aller rapidement là-dessus. Pour nous, on a vraiment trois zones, je dirais, principales qui sont plus ou moins indispensables à la réalisation d'un voyage pour des gens qui veulent découvrir le Maroc. La première, c'est la zone de Fès, Meknès et Volubilis. Les Arabes sont arrivés au 8e siècle au Maroc, ils ont amené l'islam, ils se sont installés à Fès, ils sont partis pour 800 ans en Espagne. Fès est la capitale de la culture arabo-andalouse. Fès, c'est une des médinas les plus anciennes du monde. C'est un labyrinthe de plus de 9000 petites ruelles où, pour moi, c'est vraiment un voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'on a encore l'artisan qui est en train de faire ses broderies sur les babouches, à côté de celui qui est en train de marteler sa théière, à côté du gars qui vend des poulets vivants et qui va les décapiter devant vous. On passe vraiment du 21e siècle au 18e siècle en l'espace de quelques minutes. Une autre zone qui pour moi est très importante et qui est vraiment très très belle, c'est au sud des montagnes de l'Atlas, la zone qu'on appelle nous la zone du désert, qui est en fait la partie nord du Sahara. Alors, c'est une zone qui est complètement différente, c'est une culture qui est différente. C'est la terre des Berbères, c'est la terre des nomades, c'est la terre des kasbahs, des oasis, des dunes de sable. Ça n'a rien à voir avec le nord. Donc, quelqu'un qui veut vraiment découvrir les différents aspects du Maroc doit impérativement combiner Fès et le sud. Après, bien sûr, on a Marrakech. Marrakech, c'est l'endroit où les Berbères rencontrent les Arabes. Les deux cultures se mélangent. Marrakech, la cosmopolitaine. Marrakech, où on a toutes ces expériences extraordinaires et tous ces hôtels de luxe qui se sont installés ces dernières années. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les trois points forts. Après, il y a d'autres destinations qui doivent être mentionnées. Je vais commencer par Dakhla dans le sud. Dakhla, c'est le paradis des surfeurs, des kitesurfers et des windsurfers, aussi très bien pour la pêche en mer. Aucun hébergement de luxe à Dakhla, donc pas pour une clientèle haut de gamme. Les gens qui vont à Dakhla, ils vont pour une activité spécifique. La zone d'Agadir, c'est une zone de tourisme de masse. C'est une zone destination charter. On n'a pas vraiment d'hôtel de luxe sur la zone d'Agadir. On n'a pas de vrais hôtels de luxe, de vrais resorts. Au nord d'Agadir, il y a une nouvelle zone qui est en plein développement qui s'appelle la zone de Tarazout. Et là, on a déjà un Hyatt Regency, mais qui n'est pas en bord de mer. On a un autre Hyatt qui va ouvrir et on a un Fairmont qui vont ouvrir là, dans les mois à venir. Ça peut être intéressant. Après, le nord. Le nord est une région qui est de plus en plus visitée. La zone de Tanger, Asila, Tétouan, Chefchaouen. Je vais être honnête avec vous, on n'a pas vraiment d'hébergement de luxe sur la zone de Tanger. De même que les resorts qu'on a en bord de mer du côté de Tétouan, on va dire qu'il y a mieux, plus près et moins cher. Beaucoup de gens demandent à aller dans la ville de Chefchaouen. Chefchaouen, la ville bleue. Il y a quand même quelque chose qui est important à savoir sur Chefchaouen. Chefchaouen, c'est une ville, la vieille ville en tout cas, fait moins d'1 kilomètre de long par moins de 500 mètres de large. C'est-à-dire que grosso modo, en 2 heures, en y allant tranquille, on a fait le tour. Pour y aller de Casablanca, il faut 5h30. De Tanger, 2h30. Pour aller de Chefchaouen à Fès, il faut 4h30.
Donc, la question, c'est est-ce que c'est important pour nous de vous informer de ça pour que vous puissiez dire à vos clients, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vous taper 10 heures de route pour aller prendre une photo de vous, pour la mettre sur Instagram devant un mur bleu dans une ville que vous allez visiter en 2 heures? On peut le faire, on le fait. Mais voilà, c'est ce genre de choses pour lesquelles j'estime qu'on a, nous, une valeur ajoutée dans les relations avec les fournisseurs et dans la connaissance de la destination. Maintenant, nous, on est surtout connus pour les expériences, pour ce qu'on appelle les insider access, toutes les expériences qu'on crée. Je vais être honnête avec vous, c'est quand même la partie la plus sympa et la plus sexy de notre boulot, hein. C'est d'aller créer des expériences ou de trouver des expériences sympas. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Dar El Sadaka. Alors, Dar El Sadaka, c'est la maison d'un artiste français, Jean-François Fourtou, qui a créé un certain nombre de pièces. La première, c'est la maison tombée du ciel. C'est une maison, grandeur nature, construite à l'envers avec tous les meubles collés au plafond. Honnêtement, à visiter, c'est vraiment drôle. Et alors, à visiter en famille, c'est vraiment très, très sympa. Juste à côté, il a créé la maison des géants. Le monsieur que vous voyez là, à côté du lit, c'est un adulte. Hein, c'est un adulte complètement développé, taille normale. Tous les meubles dans cette pièce font 4 fois la taille des meubles normaux, ce qui fait qu'en fait, quand on rentre dans cette pièce, on a l'impression d'être un gamin de 4 ans qui rentre dans la chambre de ses parents. Ça aussi, c'est sympa. Pour y aller, on utilise des sidecars ou des voitures de collection. C'est une idée, c'est un exemple. Les jardins Majorelle. Les jardins Majorelle, tout le monde a entendu parler des jardins Majorelle. C'est l'endroit le plus visité de Marrakech. C'est le baromètre de Marrakech. Juste à côté des jardins Majorelle, il y a le musée Yves Saint-Laurent, puisque tout le pâté de maison, en fait, les jardins Majorelle, la zone du musée et une autre maison à côté, étaient la propriété de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut organiser des visites privées du musée Yves Saint-Laurent. Alors, ça coûte une petite fortune, c'est vrai, mais on peut organiser à partir de 18 h un petit cocktail et vos clients peuvent avoir le musée pour eux tout seuls. Autre chose, juste à côté des jardins Majorelle, il y a la Villa Oasis. La Villa Oasis, c'était la maison de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent quand ils étaient à Marrakech. Et on peut y accéder, on peut organiser des visites privées de la Villa Oasis. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, on va voir la pièce où Yves Saint-Laurent s'isolait pour faire ses collections, pour dessiner ses collections. Et Yves était tellement exigeant avec lui-même qu'aucun de ses dessins ne passait la barre. Donc, il passait son temps à froisser ses dessins et à les jeter par la fenêtre. Et il y avait Pierre dans le jardin qui courait, qui ramassait tous les dessins parce qu'il savait que c'était la collection suivante. Voilà, c'est le type d'expérience qu'on propose. Pour les amateurs de chevaux, la culture du cheval est vraiment très importante au Maroc. On a des élevages de pur sang arabe et on a des cavaliers absolument extraordinaires. Donc, on peut organiser pas mal de choses autour du cheval. Soit une soirée avec Sadek, qui est un ancien de Bartabas, qui fait des spectacles équestres hallucinants, ou un brunch à côté d'une écurie où ils ont des pur sang. Voilà, c'est le type de choses qu'on peut organiser. La majorité des gens qui viennent à Marrakech, une grande partie des gens qui viennent à Marrakech veulent faire un cours de cuisine, veulent découvrir la cuisine marocaine, veulent repartir avec des recettes. On fait beaucoup, nous, de cours de cuisine privés. C'est-à-dire que soit on va aller en ville et privatiser un lieu, soit on va aller à la campagne dans des fermes bio et on va organiser les cours de cuisine totalement privatifs. Une façon très sympa de découvrir la région, c'est les sidecars. Honnêtement, se balader à 8 h du mat dans les ruelles de la Médina de Marrakech quand il n'y a absolument personne en sidecar, c'est une vision totalement différente de Marrakech. Ou aller découvrir le désert d'Agafay et passer dans les montagnes de l'Atlas en sidecar pour aller rencontrer les berbères des montagnes, c'est vraiment très, très sympa. Pareil, les vols en ballon, c'est assez demandé, c'est quelque chose de très sympa. On peut privatiser pour 2, 4, 6, 8, 12. Je pense que par les temps qui courent, ça peut être aussi un atout. Glamping, ça c'est le mot à la mode, tout le monde veut faire du glamping, on veut aller dans des camps romantiques, merveilleux, etc., etc. On a beaucoup d'expériences de ce type autour de Marrakech.
On en a dans le désert, mais ça, j'en parlerai plus tard. On en a beaucoup autour de Marrakech. Et moi, il y en a un en particulier. Il y a une expérience que j'aimerais partager avec vous. On a fait un partenariat avec quelqu'un qui bosse avec les grands chefs des grands hôtels de Marrakech. Donc, si vos clients sont au Royal Mansour, à la Mamounia, au Mandarin Oriental, à l'Oberoi ou à la Villa des Orangers, on peut organiser pour le chef de cet hôtel de leur préparer le dîner dans un endroit absolument merveilleux, soit dans le désert d'Agafay, soit mon site préféré, dans l'Atlas. S'ils ne sont pas dans un de ces hôtels, on peut organiser pour un autre grand chef. On bosse avec 2 restaurants qui ont très, très bons chefs pour organiser des dîners. Et voilà l'ambiance, voilà le site de l'expérience. C'est quelque chose que je trouve très, très, très agréable. Au niveau des expériences, j'en parle. C'est vraiment le cœur de notre métier et le cœur de ce qu'on aime faire. L'une de nos spécialités, c'est le désert. C'est le Sahara, c'est le désert. Et je dois… donc, le désert, c'est les kasbahs, les oasis, les dunes et les camps. Dès le départ, dès que j'ai ouvert ENK Maroc il y a 14 ans maintenant, j'ai été faire un tour dans le désert et j'ai dit ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour une clientèle haut de gamme. Et j'ai développé un concept de camp mobile. Camp mobile parce que je voulais m'éloigner des camps existants, m'éloigner des gens et aller sur des zones où il n'y avait personne. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Ça, c'est une vue aérienne de l'Erg Shebi, de la zone de Merzouga. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais grosso modo, dans chaque creux de dune, il y a un camp. Sur tout le tour de la dune, Erg Shebi, c'est le plus grand champ de dunes qu'on a au Maroc. Il y a plus de 260 camps répertoriés autour de la dune. Donc, imaginez, vous êtes dans ce camp-là, le camp manager, le responsable du camp a décidé de passer de la musique gnawa, percussion. Le chef de camp d'à côté a décidé de passer de la musique lounge Bouddha Bar et celui d'à côté a décidé de passer Sultans of Love de Dire Straits. Je ne vous raconte pas la cacophonie. C'est fini. Le désert, l'expérience du désert telle que nous, on la conçoit et telle que les clients la désirent quand ils s'imaginent partir pour aller voir des dunes dans le Sahara, c'est mort, c'est fini, ça n'existe plus sur ces zones-là. Donc nous, ce qu'on a fait, ah oui, avant de parler de ça, aussi en termes de luxe. Luxe, oui, mais comment et à quel prix? Vous avez des camps comme celui-là, c'est un camp de luxe qui vient d'ouvrir avec baies vitrées, air conditionné, dalles en béton, etc., qui est à peu près 250 mètres de ce camp-là, qui est aussi vendu comme un camp de luxe sur Internet. C'est super sexy quand vous allez voir les photos de ce camp. Mais ça, c'est les salles de bain dans ce camp-là. Avec des toilettes, ils n'ont même pas de fosse septique. Ça part directement dans le sable. Je suis désolé, ce n'est pas vraiment le genre d'expérience que je souhaite partager. Alors, si vos clients veulent à tout prix un camp fixe et qu'ils sont bien informés sur le fait qu'ils vont se retrouver à 250 mètres d'un autre camp, pas de problème, on réserve. Il y a 2 ou 3 camps qui sont un peu plus éloignés que les autres qu'on peut utiliser sans problème. Mais dans l'ensemble, le concept que nous, on a développé, on part sur une zone qui est totalement différente. C'est un autre erg, c'est un autre champ de dunes qui est à peu près à 10 km de l'Erg Shebi, où il n'y a encore personne, et on monte le camp que pour vos clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, le camp, c'est peut-être moins luxueux en termes de photos, mais on ne laisse absolument rien derrière nous, on ne laisse rien dans le sable, on ne creuse pas de trous pour enterrer nos ordures ou pour les eaux usées. Tout est récupéré, tout est ramené en ville où c'est déposé dans les endroits appropriés. Si vous avez un groupe, voilà ce qu'on fait pour eux. Si vous avez une famille de 6, voilà ce qu'on fait pour eux. Et si vous avez un couple qui veut un séjour romantique dans le désert, voilà ce qu'on fait pour eux, juste pour eux. Et on s'assure qu'il n'y a personne autour. Voilà ma vision du désert et du Sahara. On a organisé des expéditions. J'ai organisé 3 expéditions de Marrakech jusqu'à Dakar. On a utilisé des chefs étoilés Michelin. Théo était un second de Bernard Loiseau. Il a bossé chez Loiseau comme second pendant plusieurs années.
On avait notre propre antenne satellite pour avoir le Wi-Fi. Bon, ça dure 15 jours et ça coûte 1 million d'euros. On ne peut pas vendre ça tous les jours nécessairement, mais ça veut dire que nous, on a les équipes et on a la connaissance pour faire une excursion de 2, 3 ou 4 nuits dans le désert marocain en toute sécurité et quel que soit le niveau demandé par les clients. Alors, on a de nombreuses thématiques, je vais passer rapidement dessus. Moi, je suis chrétien, j'ai grandi moitié au Maroc, moitié à Paris. Et c'est vrai qu'au Maroc, ce que j'appelle les 3 religions du livre cohabitent. Et c'est assez sympa de le voir et de le découvrir. Donc, on a des tours où, si les clients sont intéressés, on peut leur faire découvrir. Par exemple, sur Casablanca, on va aller visiter la grande mosquée Hassan II, la cathédrale Notre-Dame de Lourdes et la synagogue, le musée juif. Et les gens vont réaliser que, en fait, le Maroc est un pays où judaïsme, islam et par la suite chrétienté ont vécu plus ou moins en paix et en harmonie, et c'est toujours le cas. On a un héritage juif est très fort au Maroc. J'ai des guides qui sont spécialisés là-dedans. J'ai même organisé des pèlerinages en provenance d'Israël parce qu'on a plus de 1500 lieux saints, juste pour info. Bien sûr, on a des guides spécialisés dans l'histoire et l'architecture. On a énormément d'expériences culinaires. Et petite parenthèse, au Maroc, on produit du vin. Oui, oui, je sais qu'il y en a que ça peut faire sourire. Moi, dans une autre vie, j'ai quand même été producteur de vin. J'avais mes propres vignobles dans le sud de la France. Et quand je suis arrivé au Maroc et que j'ai vu la qualité de ce qu'on produisait, j'ai été très surpris. On organise maintenant, il y a un domaine à côté de Meknès qui est un relais et château, un petit hôtel. Avec eux, j'ai mis en place des menus d'accords 20 mai où on fait découvrir 5 plats différents avec 5 vins différents. Et c'est vraiment quelque chose de très surprenant. Donc, on peut faire beaucoup de choses autour de la gastronomie et pas exclusivement la gastronomie marocaine, parce que si vous faites une semaine à manger du tagine, au bout d'un moment, les gens vont commencer à en avoir marre. Marrakech est connu pour ses designers. Nous, on travaille avec une femme designer française qui fait partie de l'association des jeunes designers de Marrakech. Et au lieu de faire un tour des boutiques avec un guide, on peut organiser des rendez-vous avec les designers de Marrakech, avec des gens comme Karim Tassi ou d'autres, en fonction de ce qui intéresse les clients. Pour les familles, on fait de plus en plus d'ateliers d'introduction à l'art où c'est quand même assez sympa pour une famille d'aller faire leur poterie, ça c'est surtout à Fès, ou de faire du zélige. On a pas mal d'ateliers de ce style, en plus des leçons de cuisine. Et puis, une façon très sympa de découvrir le Maroc, soit pour une journée, soit pour tout le séjour, c'est de partir avec un photographe professionnel. Alors, j'ai 3 ou 4 photographes professionnels avec qui on bosse, qui vont expliquer à vos clients comment utiliser leurs appareils photo pour faire de super photos, ou qui vont prendre des photos des clients pour que les clients puissent ensuite les poster sur Instagram en ayant des photos de pro. C'est aussi quelque chose de sympa qu'on fait. Location de villa. Alors, la location de villa, moi, je pense que ça va se développer encore plus maintenant. Et pour info, cette villa, qui est une villa 4 chambres, elle tourne entre 350 et 500 euros par nuit pour 4 couples. Comparez ça au prix d'une suite à Marrakech, ça vous donne une idée. Ça peut être une façon extrêmement, comment on dit, d'un très bon rapport qualité-prix pour des expériences même haut de gamme. Et alors, en parlant de haut de gamme, ENK, nous sommes les seuls à avoir accès à cette maison. C'est une maison qui a été estimée à 80 millions d'euros. Et elle a 5 suites et on peut l'utiliser soit pour un séjour pour des clients, soit pour une soirée, un anniversaire, des fiançailles ou quelque chose comme ça. Je vous montre une photo. Ça, c'est même pas la chambre principale, c'est pas la chambre de maître, c'est une des chambres d'amis. Je peux pas montrer de photo de la chambre de maître parce qu'il y a à peu près 20 millions d'euros d'art dans cette chambre. Voilà, ça vous donne des exemples et des idées de ce qu'on peut faire au Maroc. Et avec ça, je vous remercie pour votre temps et votre attention. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci à tous, Jean-Bernard d'abord, et merci à tous de votre attention. Donc, vous voyez, hein, on fait beaucoup de choses au Maroc, ce qui, j'espère, vous incitera à penser à nous et à nous interroger dans les semaines qui viennent.
Je regarde rapidement si vous avez laissé des questions. A priori, ce n'est pas le cas. Eh bien, dans ce cas, on va terminer notre webinaire. Merci encore d'avoir participé. Très bonne journée à tous. Et puis, je pense qu'on vous retrouvera pour ceux que ça intéresse sur les destinations à venir. Vous recevrez notamment les prochaines invitations pour la semaine suivante dans les tout prochains jours. Merci et bonne journée à tous. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Au Au revoir. revoir.